Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver en direct du Parlement européen de Bruxelles, quelques heures après l'annonce des résultats des élections européennes, pour faire le point, tirer un premier enseignement du scrutin. Pour cela, nous recevons Philippe Lamberts. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes le coprésident des Verts ici au Parlement européen, l'un des groupes qui a le vent en poupe. Nous y reviendrons bien sûr. Et à côté de vous, Céline Schoen, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante pour La Croix ici à Bruxelles et également l'auteur récemment du web documentaire Les Faiseurs de Voix sur les anonymes qui font les institutions européennes. Alors ensemble, nous allons évoquer les enseignements de ce scrutin. D'ores et déjà, nous pouvons tirer 4 grands enseignements, à savoir une participation à la hausse à 51%, ce qui ne s'était pas vu depuis 1994. Aussi une forte montée des partis écologistes, qui est à noter, qui va dans le mouvement de notre société aujourd'hui. Aussi un éclatement des partis majoritaires traditionnels, que sont le PPE, les socialistes et démocrates. Et puis aussi, si les partis de droite radicale ont conforté leur position, il n'y a pas eu le raz-de-marée annoncé par certains. Donc voilà comment on peut structurer un peu notre débat. Donc Monsieur Lamberts, peut-être, premier sentiment par rapport à cette participation à la hausse. On dit que les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe, a priori ce n'est plus le cas. C'est toujours ce que j'ai ressenti sur le terrain. J'entends beaucoup dans la bulle politico-médiatique du niveau national ce refrain que l'Europe n'intéresse pas, que l'Europe c'est compliqué, qu'en fait les gens n'en ont rien à faire. Moi, mon ressenti de terrain, quand je vais même dans les coins les plus reculés de Belgique ou d'ailleurs, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour les questions européennes et ça s'est matérialisé par une plus grande participation lors de ces élections. Je crois que la montée de défis mondiaux, et je pense évidemment aux défis climatiques, aux défis de l'asile et de la migration, aux défis géopolitiques aussi, quand on regarde Trump, Poutine, etc., fait réaliser à beaucoup de gens que le niveau européen est un levier indispensable. Oui, Céline, justement, vous qui êtes correspondante ici à Bruxelles pour La Croix, est-ce que vous aviez ressenti justement le fait que vos lecteurs s'intéressaient un peu plus à l'Europe qu'hier ? C'est sûr qu'il y a une tendance actuelle, oui, un intérêt de plus en plus accru pour l'Europe. Et malheureusement, le Brexit a peut-être aussi aidé un petit peu ce processus parce que soudain, les gens se sont mis à réfléchir à qu'est-ce que l'Europe peut m'apporter. Est-ce que moi aussi, j'aimerais que mon pays quitte l'Union européenne ou au contraire pas du tout. Et c'est vrai que ça a pu peut-être amener une réflexion. Et d'un point de vue assez franco-français, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, en mettant l'Europe assez souvent en avant dans ses discours et dans son programme, a quand même refait penser les Français à l'Europe plus généralement. Est-ce qu'il y a eu une hausse de la participation dans de très nombreux pays, pratiquement tous, et pas seulement dans les pays où, comme le vôtre, M. Lamberts, il y a le vote obligatoire, pas seulement dans des pays qui votaient pour d'autres élections en parallèle, également dans des pays où il n'y avait rien d'autre, en quelque sorte, que les élections européennes, comme la France. C'est vraiment, oui, c'est le signe que la démocratie européenne est plutôt vivace en réalité. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que je constate en tout cas. C'est que oui, les citoyens réalisent que c'est important. Alors c'est parfois pour s'y opposer, parce que vous voyez aussi, l'Europe est aussi une raison de grande colère chez nos concitoyens quand ils voient le genre de politiques qui sont majoritaires ici au niveau européen, que ce soit la flexibilisation du marché du travail, les réformes fiscales qui profitent aux riches, une gouvernance économique qui impose l'austérité un peu partout. Eh bien, clairement, ça suscite aussi la colère. Mais une partie de cette colère s'exprime négativement, c'est le repli national populiste, et puis une partie de cette colère s'exprime positivement sur le thème de « on veut autre chose, mais on est pro-européen » et ça, c'est le vote vert. Alors parlons-en du vote vert, puisque vous nous tendez la perche, c'est parfait. Les questions écologiques, c'est peut-être le signe, cette participation forte, qu'elles vont de pair avec les questions européennes. Oui, et elles vont de pair avec les questions sociales parce que je dirais que les partis verts ont d'autant mieux réussi qu'ils ont su faire la jonction, je dirais, pour prendre la métaphore française, entre les marches climat et les gilets jaunes. Autrement dit, l'aspiration à plus de justice sociale, l'aspiration à une société qui vit dans les limites que lui fixe la nature. Et donc, mieux on est capable de faire ça, plus de suffrages on obtient de la part de nos concitoyens. Et donc ça, pour moi, c'est très encourageant. Vous savez, il y a un an, beaucoup d'observateurs doutaient de la capacité du groupe vert au Parlement européen de se maintenir. On n'aurait plus assez de députés, plus assez de pays. Aujourd'hui, nous passons de 52 à plus de 70 et notre avenir est assuré. Ça, je pense vraiment que nous sommes là pour durer. Céline, vous, fine observatrice de la vie politique de la bulle bruxelloise, à quoi vous imputez justement ce succès des Verts ?
sans doute aussi à l'action des hommes politiques et de la campagne. Disons que les Européens, en général, je pense, maintenant se rendent compte de l'urgence climatique. Enfin, même c'est un terme qui devient de plus en plus fréquent dans les médias, cette urgence climatique. Et à partir de là, c'est vrai que si on réfléchit en tant qu'électeur, qui sont les grands experts du climat depuis des années, c'est assez normal qu'un vote puisse assez facilement se diriger du coup vers le groupe des Verts. Et puis il y a eu une volonté, là je m'adresse aussi bien à M. Lamberts, vous qui êtes dans le jeu, et puis vous Céline Schoen qui êtes observatrice, il y a eu une volonté des Verts de se placer justement peut-être un peu plus au centre, de tendre la main, de dire que le groupe sera à même de participer ensuite à la constitution d'une majorité. Oui, ça je crois que c'est très important parce que ça permet à des électeurs de bien comprendre que les Verts se posent comme force de gouvernement. Autrement dit, il est très confortable de critiquer la politique des autres en restant soi-même au balcon. Vu l'urgence climatique, vu l'urgence sociale, nous avons clairement indiqué que nous serions prêts à assumer nos responsabilités en participant, le cas échéant, moyennant évidemment des politiques appropriées, à une majorité au Parlement européen. Mais nous avons été clairs, si ces politiques n'engagent pas la transition écologique et solidaire, ce sera sans nous. Mais si tel est le cas, nous ne pouvons pas prendre le luxe de dire on va encore attendre 5 ans pour être encore plus fort et peser encore plus. Nous devons aller au charbon maintenant, et enfin au charbon pour des Verts, c'est évidemment pas très indiqué. Pas de charbon. Mais en tout cas, se mettre au boulot maintenant, et donc c'est ce que nous sommes prêts à faire, et donc c'est important. Et nous avons aussi pris des coups à cause de cela. Dans le débat français, la France insoumise, où Raphaël Glucksmann, je ne vais pas dire nous ont agonisé d'injures, ça c'est exagéré, mais en tout cas nous ont fortement critiqués parce que nous affirmions que nous étions prêts à prendre nos responsabilités, et donc ça veut dire si on vise une majorité, y compris avec des partis centristes, des partis de droite, parce que tout simplement sans eux il n'y a pas de majorité. On peut rêver d'une majorité dite progressiste en Europe, mais elle n'existe pas, surtout quand on sait que le groupe socialiste, c'est à 2/3 des gens qui soutiennent la mondialisation néolibérale. Donc voilà, si on veut une majorité ici, il va falloir dealer avec des gens qui ne sont pas a priori de notre bord. Mais quand on est face à l'urgence climatique, à l'urgence sociale, il faut y aller. Justement, d'un point de vue politique, pour prolonger un petit peu la question, ça veut dire la baisse des partis dits traditionnels qui étaient majoritaires, PPE et PSE, redonne de la force aussi aux Verts et demain à toutes les négociations qui permettront sans doute aux Verts d'avoir un poids plus important. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, quand on analyse maintenant les résultats d'hier soir, de dimanche soir, on se rend compte que les Verts, soudain, deviennent des faiseurs de roi. Et ils vont forcément, d'une manière ou d'une autre, participer à une coalition, au même titre que les libéraux. Vu que maintenant le PPE et le SND, jusque-là, arrivaient à former une majorité à eux seuls, ce ne sera plus le cas maintenant, ils n'arrivent plus au seuil qu'ils devraient atteindre, et du coup il va forcément falloir s'allier avec d'autres, mais donc aussi réussir à trouver des idées communes sur lesquelles les différents partis doivent s'entendre. Et justement l'écologie, ça peut être un sujet qui, voilà, tout le monde va devoir un peu verdir ses positions d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Certains l'ont peut-être fait un petit peu tardivement, non, de verdir un petit peu son programme. Alors, première chose, je n'exclus pas que dans d'autres familles politiques que la nôtre, la conscience de l'urgence écologique progresse. C'est vrai, je veux dire, nous n'avons pas le monopole de cette perception. Néanmoins, on voit très bien qu'un certain nombre de conversions sont tardives, voire purement factices. Je veux dire, Nicolas Hulot a fait l'expérience que c'est bien joli de dire « Make our planet great again » comme le dit Emmanuel Macron. Quand l'action ne suit pas, c'est de l'écologie d'affichage, mais ce n'est pas de l'écologie de la transformation. Et donc, clairement, Macron ne peut pas se prévaloir d'une grande crédibilité sur la scène écologique. Alors, il a bien sûr réussi à débaucher l'une ou l'autre figure, mais clairement, je pense que les électeurs préfèrent l'original. Si je peux juste vous reprendre sur une expression faiseur de roi, d'abord ça peut être faiseur de reine, mais surtout, on est à côté de la plaque, parce qu'il ne s'agit pas de savoir quel casting. Il s'agit de savoir pourquoi faire, quelle politique. Autrement dit, que vous ayez on va dire un socialiste entre guillemets comme Franz Timmermans à la tête de la commission, ou une libérale comme Vestager, ou un conservateur comme Weber, si dans les 3 cas c'est pour continuer les politiques de la mondialisation néolibérale, non merci. Donc le casting est secondaire par rapport aux politiques que l'on veut mener. Et donc notre focus va être dans les semaines qui viennent sur le programme de travail de la commission pour 5 ans, beaucoup plus que sur qui pour l'incarner, une chose à la fois.
Sauf que pour les journalistes, quand même, la question de savoir qui l'incarnait, c'est quand même, ce sera le visage de l'Europe. Mais c'est trop facile parce que mettre un visage sympathique sur des politiques qui ne le sont pas, je pense que ça ne nous aide pas. Pas forcément sympathique, mais c'est intéressant de savoir qui va quand même mener cette Europe vers peut-être quelque chose d'autre. On n'est pas en France ici, je suis désolé. La France est un régime monarchique, certes électif, mais c'est monarchique. Donc la figure du chef, c'est rarement la chef, la figure du chef est absolument déterminante. En Europe, ce n'est pas la même chose. En Europe, vous pouvez mettre un président de la Commission, s'il n'a pas de majorité, eh bien, il ne pourra pas avancer. Ou s'il a une majorité néolibérale, il fera des politiques néolibérales. Et donc, non, la personnalité du chef n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant, c'est les composantes de la majorité. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça en France, mais c'est comme ça que ça fonctionne en Europe. Quels partis politiques soutiennent la politique menée et donc quelle est l'orientation des politiques données? Il faudra quand même bien trouver une personne qui arrive à... Chaque chose en son temps. Si possible, d'avoir les deux. Voilà, et à refléter quand même ce Parlement européen qui est très fragmenté. C'est pas évident de trouver une personne qui réussira à justement mettre ensemble toutes les idées de tout le monde. Non, c'est clair. On en redira un mot à la conclusion de cette rencontre. Juste un mot peut-être d'explication. Pourquoi les libéraux ont-ils progressé? On a évoqué quelques motifs pour ce qui concerne les écologistes. Les libéraux, est-ce que, Céline Schoen, il y a une analyse de ce qu'ils montent? Ils vont certainement dépasser les 100 sièges. Effectivement, il y a un nouveau parti qui représente beaucoup en France. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ce vote libéral en hausse? Je pense que quand même l'appartenance de La République En Marche au groupe de la LDE, mathématiquement, fait augmenter le nombre de sièges. Ensuite, c'est sûr qu'un parti centriste comme ça qui s'impose, avec aussi cette figure de Margrethe Vestager qui plaît beaucoup en tant que commissaire responsable de la concurrence, elle a quand même beaucoup fait parler d'elle dans les 5 dernières années sur des sujets importants. Et comme elle le disait, voilà, elle a lutté contre les monopoles pendant 5 ans et maintenant c'est aussi la fin du monopole du PPE et du SND au Parlement européen. Donc je pense que cette figure effectivement à Bruxelles on l'appelle la dame de fer, ça a peut-être pu aider. Je ne sais pas. En tout cas, c'est clair aussi que la présence des libéraux-démocrates britanniques va jouer un rôle puisqu'ils sont parmi les gagnants, je dirais les plus grands gagnants du scrutin au Royaume-Uni, avec les Verts, une fois de plus. C'est vrai. Et donc, ça joue évidemment mathématiquement un rôle parce que si vous regardez le parti de Mme Vestager, il est assez marginal sur l'échiquier danois. Oui. Et quand vous regardez les libéraux en Belgique, en Allemagne, ils reculent. Donc, dans des pays, en tout cas, l'Allemagne est un pays important. Alors, on bénéficie aussi de Ciudadanos, ce nouveau parti de droite en Espagne qui fera partie d'ALDE. Donc, tout ça fait qu'en effet, dans quelques pays importants, Espagne, France, Royaume-Uni, les libéraux gagnent, mais ils perdent dans beaucoup d'autres pays aussi. Mais au total, ils partaient déjà d'un seuil plus haut, ils étaient plus de 70, et donc ils vont passer la barre des 100, alors que nous arrivons à la barre des 70. Quoi. Une dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a certainement aussi une part de récupération d'électeurs qui, à l'origine, étaient plutôt vers les socialistes et les conservateurs? Charge aux libéraux et aux Verts de les conserver maintenant, ces électeurs, de leur faire comprendre qu'ils ont fait le bon choix, je présume, non? Tout à fait. Il y a les vases communicants. Et donc de nouveau, de là, notre insistance sur un programme de travail de la Commission qui réoriente les politiques publiques en Europe. Si, dans 5 ans, nous sommes capables de prouver que la présence des Verts dans une majorité au Parlement européen a fait évoluer les politiques dans le sens de la transition écologique et solidaire, alors je crois que la confiance des électeurs s'en trouvera renouvelée et amplifiée. Si, au contraire, nous sommes perçus dans 5 ans, ce qu'à Dieu ne plaise, comme les auxiliaires des politiques néolibérales, alors je pense que la sanction sera très dure et méritée. Autre enseignement aussi, les droites radicales, puisqu'on annonçait, ou certains observateurs annonçaient un raz-de-marée. C'est vrai qu'à un moment, beaucoup d'observateurs ont quand même eu assez peur d'un raz-de-marée fort populiste. Quelle est votre analyse justement? On peut dire que ces 3 partis confortent, parce qu'il y a 3 groupes au Parlement, confortent leur position, prennent un peu plus de sièges, mais pour autant, on n'a pas le raz-de-marée annoncé. Non, parce qu'il y a des progressions à certains endroits et des reculs à d'autres. Je veux dire, aux Pays-Bas, l'extrême droite est plutôt en recul, dans les pays scandinaves aussi, alors que par contre, au Royaume-Uni, elle est en progression. En France, elle est relativement stable. En Italie, elle est en forte progression. Et dans mon propre pays, en Flandre, là, c'est véritablement un raz-de-marée, parce que quand vous combinez
l'extrême droite reconnue et un parti de crypto-extrême droite qui est le parti de la NVA, les nationalistes flamands, ben vous avez à beaucoup d'endroits de Flandre une majorité absolue pour ces deux partis combinés. Et donc ça, en effet, ça fait froid dans le dos. Au total, les nationaux populistes vont peser 170 députés ici au Parlement européen, ce qui est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est un quart du Parlement. Ce n'est pas suffisant pour bloquer les institutions, mais je mets en garde contre cette idée que, ah ben ouf, le pire est passé, on peut continuer comme avant. Si on ne réoriente pas les politiques dans un sens beaucoup plus inclusif, en fait, la source de ce vote d'extrême droite et national-populiste, c'est le sentiment d'être laissé pour compte. Laissé pour compte socialement, laissé pour compte économiquement, laissé pour compte culturellement. Si de nouveau les politiques dans les 5 ans qui viennent se montrent inclusives, autrement dit, si de plus en plus de nos concitoyens, ou plutôt de moins en moins de nos concitoyens se sentent laissés pour compte dans les 5 années qui viennent, on aura gagné la bataille, on aura entamé le reflux des nationaux populistes. Au contraire, si on continue à mener des politiques d'exclusion, eh bien, ne vous étonnez pas que l'extrême droite, la fois prochaine, dans 5 ans, sera peut-être là en mesure de bloquer les institutions. Céline Schoen, on est bien d'accord, ces droites, elles sont trop disparates, il y a pratiquement autant de nuances que de partis pour qu'elles puissent avoir un poids réel sur la législation au cours des 5 années à venir. Disons que là, dans le mois de juin qui va arriver, ça va être intéressant de voir comment cette droite européenne va se structurer et si elle parvient à se structurer. Justement, on entend sans cesse Matteo Salvini qui, depuis Rome, appelle à l'union, en gros, de toutes les droites européennes. Mais comme vous le dites, il y a quand même... Pour Orban, Marine Le Pen, c'est non merci, donc c'est sûr qu'ils auront peut-être du mal à se structurer. Et comme de base, oui, ils ne font pas un travail très très utile à Bruxelles, il y a des chances quand même qu'ils ne pèsent pas trop sur la prochaine législation européenne. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé même à une seule composante de l'extrême droite, le groupe du Front National. Ouais. En fait, le Front National fait à peu près le même résultat qu'il y a 5 ans. Ils sont arrivés ici, si mes souvenirs sont bons, à 24 députés. Ils ont fini la législature à 15. Donc même l'unité d'une seule délégation ne résiste pas à 50 parlements européens. Donc ils se désagrègent. Donc je vois très mal comment ils vont pouvoir faire une force politique agrégée quand même une seule délégation ne parvient pas à tenir ses troupes sur 5 ans. Si on parle justement, vous parliez tout à l'heure du programme et de la politique, si je vous comprends bien, Monsieur Lamberts, l'ambition demain et la priorité, c'est de mêler écologie et sociale. Les deux doivent forcément être ensemble demain pour avoir une Europe qui, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, soit plus inclusive et peut-être rassemble un peu plus les citoyens. Écoutez, on s'était donné l'objectif dans le cadre de la stratégie EU 2020, que tout le monde a oublié, de réduire de 20 millions le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté en Europe. En réalité, il a augmenté ce chiffre, au lieu de diminuer. Donc, de nouveau, c'est une métrique très simple. Est-ce qu'on va être capable de réduire la pauvreté, en particulier la pauvreté des enfants en Europe? Est-ce qu'on va être capable de réduire les inégalités à la fois à l'intérieur des sociétés et entre les pays? Ce sont des mesures qui parleront beaucoup à nos concitoyens. Et donc, est-ce que oui ou non, on parvient à réorienter les politiques dans ce sens-là? Est-ce qu'on va de manière mesurable réduire notre dépendance aux énergies fossiles? Est-ce qu'on va de manière mesurable se rendre aussi plus indépendant de fournisseurs comme Poutine ou le roi Salman d'Arabie Saoudite? Ce sont des dépendances géopolitiques qui sont quand même lourdes à porter en Europe. Et donc, est-ce que nous allons marquer des progrès sur tous ces fronts-là? Oui ou non? C'est ça vraiment l'enjeu pour les 5 ans qui viennent. Que va faire Pardon, vous vouliez... C'est sûr que l'Europe sociale, c'est probablement une carte à jouer à l'heure actuelle, surtout après 5 années d'une Commission européenne qu'on a taxée sans cesse de mettre toujours les business au premier plan. C'est sûr que c'est peut-être une posture intéressante à défendre pour plaire. Est-ce que le PPE peut suivre cette voie? Parce que mathématiquement, on va attendre encore les résultats définitifs pour savoir exactement quel est le nombre de sièges alloués aux 4 groupes, on va dire, constructifs, qui seront à même d'avoir des majorités, que ce soit global ou texte par texte. Le PPE semble quand même un tout petit peu incontournable à ce stade. Oui, tout à fait. Sera-t-il, peut-être vous d'abord, Céline Schoen, suffisamment constructif? Regardera-t-il suffisamment vers sa gauche pour créer les conditions de cette alliance? Mais il n'aura probablement pas le choix. Et hier soir, c'est vrai qu'on a entendu Manfred Weber, la tête de liste du Parti populaire européen, qui clairement tendait la main aux autres forces pro-européennes. Donc à partir de là, je pense qu'ils se rendent bien compte que tout seuls, maintenant, ils ne peuvent rien, mais que ce sont vraiment les premiers. On parlait de verdir leurs idées. Ce sont les premiers qui devront appliquer ça. Dans les 12 points, le programme de Manfred Weber pour devenir président de la Commission européenne, il y a un point qui touche
touche à l'écologie, c'est arrêter avec les plastiques jetables. Mais c'est une mesure qui a déjà été prise. Donc à partir de là, l'écologie, ça a toujours été le point oublié par la droite. Et c'est certainement aussi ce qui a un peu pêché du côté des LR en France. Mais donc au niveau européen, maintenant, dans la recherche de cette grande coalition, c'est sûr que le PPE va devoir à la fois penser social et penser vert. Pardon, Monsieur Lamberts, mais est-ce que Monsieur Weber est la personne idoine pour représenter ce virage social et écologique du PPE? Si la performance passée est une indication de la performance future, le parcours de Manfred Weber montre une grande proximité avec la partie plutôt bien à droite du PPE. Et donc, a priori, on n'a pas l'impression que c'est la personne qui va le mieux incarner un virage centriste du PPE. Maintenant, vous savez, ils sont à ce point déterminés à conserver la présidence de la Commission que je les crois capables de faire beaucoup de choses pour l'obtenir. Maintenant, à quel point ils seront sincères, ça c'est une autre chose. Mais de nouveau, ce qui compte pour nous, et je reviens à cette question de programme, c'est le programme plutôt que le casting. Ce qui compte, les 3 paramètres qui sont déterminants pour les Verts dans le choix de rentrer dans une majorité, c'est 1, le programme, 2, la confiance qu'on peut avoir dans les partenaires pour exécuter le programme. Et là, je veux simplement dire de Manfred Weber que c'est une personne qui s'est révélée dans la législature précédente comme fiable. Donc elle est éloignée de nous politiquement, mais lorsque vous passez un accord avec elle, l'accord est tenu et honoré. Et 3e élément, c'est le fait d'être numériquement indispensable. Un élément qui risque de se produire, c'est que si le PPE signe une majorité avec les socialistes, avec les libéraux, avec nous, alors il y a fort à parier que sa frange extrême, et en particulier le Fidesz de Viktor Orban, rompt les amarres et se distancie définitivement du PPE. Si tel est le cas, évidemment, l'importance numérique du PPE diminuera, mais je pense qu'en fait le processus est inévitable. Inévitable. Si on parle de Manfred Weber et qu'on avance vers la présidence de la Commission et peut-être aussi le système des Spitzenkandidaten, donc demain, quel président pour la Commission? Les jeux ont déjà commencé, il y a un Conseil européen mardi 28. Quel président aussi pour le Parlement? Est-ce que le système des Spitzenkandidaten est à conserver ou pas? Certains pays membres ont le remis déjà en question. Mais déjà, plusieurs familles politiques n'ont pas présenté de Spitzenkandidat, notamment les libéraux, enfin, ils sont très ambigus là-dessus. Et donc, nous pensons que c'est une avancée démocratique. Maintenant, ça irait mieux avec une circonscription transnationale qui rendrait évidemment pleinement opérationnel le concept. Je dirais que le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est que Manfred Weber, je pense, pour beaucoup, n'incarne pas la personne idoine pour mener une transition. Mais d'un autre côté, on veut conserver le processus de Spitzenkandidat. Alors, il faudra voir avec le Conseil quelles garanties on peut obtenir en vue de la prochaine échéance européenne dans 5 ans, que le processus sera complémenté par des listes transnationales, ce qui permettrait alors peut-être à tout le monde de se mettre d'accord sur ce processus pour la prochaine échéance. Peut-être que cette fois-ci, on doit faire une entourage, je n'en sais encore rien, mais je ne sens pas beaucoup d'enthousiasme parmi les autres candidats potentiels à cette coalition quadripartite sur la personne de Manfred Weber. Céline Schoen, est-ce que vous avez soit une analyse qualifiée grâce au bruit de couloir auquel vous pouvez avoir accès, ou alors plutôt une intuition personnelle sur quel sera d'une part le casting et puis la personne, la personne à même de générer cette coalition qui s'annonce très large. Qui pourrait être fédératrice, oui. Le casting, si j'ai le droit d'en parler sans m'attirer des foudres de M. Lambert. Les bruits de couloir qu'on entend vraiment, c'est à la fois Michel Barnier et à la fois Margrethe Vestager, dont on parlait déjà avant. Michel Barnier, parce que c'est une personnalité assez consensuelle. Il est PPE et donc ça permettrait quand même au Conseil européen de respecter justement ce qu'ont dit les électeurs via les urnes. Le PPE est quand même arrivé premier à ces élections et il ne faut pas l'oublier. Donc Barnier, en cela, pourrait être un bon candidat. Ensuite, Margrethe Vestager a pour elle le fait qu'elle est une femme, qu'elle est libérale et à l'heure actuelle, on ne fait plus grand-chose sans les libéraux, comme on l'expliquait avant. Après, elle a aussi des désavantages. Elle vient d'un pays qui n'est pas dans la zone euro, qui n'est pas dans Schengen. Donc, c'est des arguments que... Et d'un tout petit parti. Mais ce sont deux noms, en tout cas, qu'on entend beaucoup. Dans tous les cas, on parlait en début d'émission de cette participation historique la plus haute depuis 20 ans. Ça paraît quand même
assez étonnant que des chefs d'État et de gouvernement osent... il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme de déni de démocratie, donc osent faire un déni de démocratie en tuant complètement ce processus des Spitzenkandidaten et en choisissant une personnalité sortie du chapeau. Je pense que si on veut respecter l'esprit du traité, donc les chefs d'État doivent présenter quelqu'un en tenant compte du résultat des élections européennes. Mais la première manière d'en tenir compte, c'est de présenter quelqu'un qui se retrouve dans un programme qui recueille une majorité ici au Parlement européen. Oui. Et donc ça, pour moi, c'est l'élément absolument crucial. Autrement dit, jusqu'ici, à l'itération précédente, vous aviez Jean-Claude Juncker qui est venu faire la danse du ventre devant tous les groupes en promettant monts et merveilles à chacun et en oubliant aussitôt ses promesses dès qu'il a été élu. Donc c'était un fusil à un coup, ce processus de Spitzenkandidat. Pour nous, on veut passer au stade suivant où en fait le Parlement fixe le cap de la Commission pour 5 ans et pas simplement donne son assentiment à une personne et quelque part ne fait pas jouer un droit de veto qu'il a et qu'il a toujours eu d'ailleurs sur toute personne présentée par le Conseil. Parce qu'il n'est pas inscrit dans les traités que le parti sorti majoritaire des urnes donne forcément le président de la Commission. C'est plutôt l'idée d'avoir une représentation justement d'un bon équilibre du Parlement. Donc ça peut être une personne plus fédératrice. Maintenant, on pourrait avoir une configuration dans laquelle, par exemple, les partis de gauche soient majoritaires, pas que plusieurs majorités soient possibles. Et là, en effet, il n'est pas dit que le plus grand parti doit être dans la coalition. Il arrive dans des pays qui sont des démocraties avancées que le parti sorti le plus grand de l'élection ne fait pas partie de la majorité gouvernementale ensuite. Et c'est aussi démocratique. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement jouisse d'une majorité au Parlement. Ce qui compte, c'est que la Commission jouisse d'une majorité stable au Parlement européen. Ça, c'est la démocratie. Il y aura donc un président de Commission, on parlera du Parlement, mais il y aura aussi des commissaires. Bien sûr. Et hier, sur l'estrade, plein d'enthousiasme, vous avez dit, les pays ne peuvent pas aujourd'hui se restreindre et il devrait y avoir demain un commissaire vert. Ah, il faudrait, mais il n'y a que deux pays qui peuvent le faire, c'est le mien, c'est la Belgique et c'est la Finlande. Alors, vu le résultat des élections en Belgique, je pense qu'il est quasi totalement exclu que ce soit un vert qui soit présenté par la Belgique. Je ne sais pas quand il y aura un gouvernement fédéral en Belgique, mais avec une Flandre à l'extrême droite, une Belgique francophone plutôt à gauche, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut constituer un gouvernement fédéral qui envoie un vert comme commissaire à la Commission européenne. Donc la seule chose qui nous reste, c'est la Finlande où des partis qui se préparent à faire une coalition gouvernementale, les Verts sont sortis la plus grande famille politique, et donc on pourrait avoir une commissaire ou un commissaire vert envoyé de Finlande. Peut-être un dernier mot, pardon. Il faut peut-être rappeler quand même que ce sont les capitales qui du coup envoient un commissaire à Bruxelles, mais ensuite que les portefeuilles sont distribués par le président de la Commission et qu'ensuite il y a quand même une phase où le Parlement européen a son mot à dire. Il y a des auditions qui sont... Les choses seront peut-être un peu plus concertées cette année qu'il y a 5 ans où les capitales faisaient vraiment à peu près ce qu'elles voulaient. Et là, il y aura peut-être un accord un peu plus large avec le président de la Commission élu, le président ou la présidente, et puis peut-être les eurodéputés. Si on regarde du côté de l'Italie, c'est intéressant de regarder est-ce qu'ils pousseront le vice jusqu'à proposer un commissaire qui a des idées très nationalistes. Ce sera ça aussi une étape intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Mais le Parlement, on le répète, aura son droit de veto sur toutes les propositions. On a déjà vu des commissaires recalés par le passé. Tout à fait. Et avant qu'on ne se libère, qui sera, question à 1000 €, le prochain président du Parlement européen? Est-ce que ça peut être un vert, monsieur Lambert? Je vous regarde, vous êtes président du groupe, là, co-président du groupe. Mais je vous rappelle que si nous faisons partie d'une forme de majorité au Parlement européen, nous serons la 4e composante en taille. Je m'attends à ce que les 3 postes les plus importants soient affectés aux plus grandes familles politiques. Donc c'est pas impossible, mais c'est loin d'être certain. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, ces premières analyses à chaud quelques heures après les résultats des élections européennes. Monsieur Lambert, félicitations pour le score de votre parti. Céline Fleude, merci beaucoup d'avoir apporté vos observations avisées en tant que correspondante à Bruxelles. Toute l'Europe restera bien sûr attentif aux prochaines tractations qui commencent dès demain, mardi 28 mai, pour les postes clés des institutions européennes. À très bientôt. Très bientôt, merci.